Alors bonjour, moi c'est Joss, je suis cofondateur de StackingSat et du coup je vais vous présenter un petit peu les principaux éléments technologiques qui font que Bitcoin fonctionne. Donc déjà, pour commencer, il y a un adage dans Bitcoin qui dit « Don't trust, verify ». Ça veut dire, dans Bitcoin, on ne croit aucune information, on vérifie tout par soi-même. Donc je vous invite aussi à ne pas croire ce qu'on dit, à aller vérifier toutes les informations qui ont été dites ce soir, ce que c'est un peu l'adage du Bitcoin. De toute façon, on va survoler vraiment très rapidement tous ces sujets, on va essayer de ne pas être très technique. J'ai ma mère qui regarde le live, donc j'aimerais qu'elle comprenne au moins 90% de tout ça. Donc n'hésitez pas à aller vérifier par vous-même. Donc Bitcoin, qu'est-ce que c'est quand on parle de Bitcoin? Bitcoin, ça s'écrit avec un petit b ou avec un grand B. Quand on fait avec un B minuscule, on parle du protocole, donc c'est un peu les règles du protocole. Il y a les logiciels aussi qui permettent de suivre ces règles du protocole. Nous avons les ordinateurs qui font tourner ces logiciels et qui sont connectés en réseau, un réseau décentralisé. Et on parle aussi de Bitcoin avec un petit b pour le système monétaire. Quand on parle de Bitcoin avec un B majuscule, là on parle de la monnaie Bitcoin. Comme le dollar américain, on l'abrège en USD ou l'euro en EUR, Bitcoin, on l'abrège en BTC. Donc quand on parle de BTC, on parle vraiment de la monnaie, l'unité monétaire. Alors sachant que l'unité monétaire, c'est Bitcoin, il n'y aura que 21 millions, mais un Bitcoin, comme l'a dit Roxy, est divisible en 100 millions d'unités qu'on appelle le Satoshi, donc en hommage au créateur Satoshi Nakamoto, qui a du coup écrit en 2008 un livre blanc qui s'appelle Peer-to-Peer Electronic Cash System, qui explique comment il a réussi à faire un cash numérique de pair à pair. Donc de pair à pair, c'est de personne à personne, sans instance centrale au milieu pour faire cet échange. Et donc du coup, il a publié un papier de 8 pages, très facile à lire. Je vous conseille de le lire, au moins juste l'introduction et la conclusion, très très accessible. Vu qu'ici on est dans l'école d'ingénieurs, je vous conseille de lire la totalité qui explique pas mal d'éléments technologiques très accessibles. Donc jetez-y un coup d'œil à ce fameux livre blanc. Donc ce livre blanc a résolu un peu quelque part, c'est Satoshi qui a publié sa solution pour résoudre le problème de la double dépense. Et donc la double dépense, c'est un problème qu'on va voir un petit peu plus tard. Donc la monnaie aujourd'hui, qu'est-ce que c'est? Donc les euros, il faut savoir qu'il y a deux types de monnaie. Il y a la monnaie centrale et la monnaie qu'on dit scripturale. Donc la monnaie centrale, c'est la monnaie qui est créée par les banques centrales. Donc ça peut aussi très bien être un billet, comme j'ai dans ma poche. Ça, c'est de la monnaie centrale. C'est aussi la monnaie centrale, c'est la monnaie que les banques commerciales s'échangent entre elles. Ensuite, les banques, elles ont un type de monnaie spécifique, qui est la monnaie scripturale, qui est en fait de la dette. Donc quand vous empruntez 100 000 euros, la banque crée 100 000 euros. Et quand vous remboursez 100 000 euros, vous détruisez ces 100 000 euros. Donc dans Bitcoin, il n'y a pas de dette. Vous ne pouvez pas créer du Bitcoin. Donc Bitcoin, c'est que de la monnaie centrale. Donc on dit souvent, avec Bitcoin, vous êtes votre propre banque. Mais en fait, avec Bitcoin, vous êtes votre propre banque centrale. Et les transactions que vous faites en Bitcoin, c'est une même transaction que deux banques centrales font entre elles. Le cash. Donc le cash, qu'est-ce que c'est? Une transaction cash, et du cash, c'est quelque chose, un actif au porteur. C'est-à-dire que, encore une fois, j'ai ce billet de 20 euros en main. Si je le laisse tomber, quelqu'un le récupère, ça va être son billet. Si je le donne à quelqu'un, ça va être son billet. La transaction que je fais de la main à la main, de la personne à la personne, de pair à pair, elle est irréversible. Si je veux que quelqu'un me rende le billet, il va falloir que je le convainque de rendre le billet. Il n'y a pas d'intermédiaire. Donc, comme sur la petite animation, d'ailleurs, merci Roxy pour ces visuels super cool. Le petit renard là, des banquiers qui contrôle un peu les transactions. Avec du cash, vous êtes, comme les deux petits lapins en bas, vous êtes vraiment de pair à pair et de personne, il n'y a pas d'intermédiaire qui vient s'interposer sur cette transaction. Ensuite, le cash, c'est infalsifiable et unique. Infalsifiable parce que du coup, moi j'ai la petite signature de Mario Draghi avec des filigranes sur mon billet, donc il n'est pas falsifiable, et il est unique dans le sens où je ne peux pas le démultiplier. Je ne suis pas Zésus, je ne peux pas multiplier les petits pains, je ne peux pas multiplier ce billet. Donc il a une unicité physique. Ensuite, donc il n'y a aucun organe de vérification quand on fait une transaction en cash. Il n'y a personne qui va contrôler si cette transaction est valide. Les deux personnes en présence disent oui, c'est bien un billet de 20 euros que tu m'as donné, ça fait bien 20 euros, j'ai reçu 20 euros, merci beaucoup, pas besoin de vérifier. Donc il est incensurable aussi parce que personne ne peut s'interposer sur cette transaction. Et il est fongible. Donc le fongible, c'est-à-dire que n'importe quelle combinaison de pièces et de billets qui est égale à 20 euros, je peux l'échanger contre ce billet de 20 euros.
Okay, donc je vous invite à aller regarder un peu ce que c'est la fongibilité. Et donc du coup, toutes ces caractéristiques font qu'une double dépense, c'est impossible. Je ne peux pas dépenser 2 fois le même billet de 20 €. Et donc du coup, le cash, d'ailleurs, est-ce que vous connaissez d'autres formes de cash que les billets et les pièces? Merci Roxy, qui connaissait déjà la réponse. Donc nous avons bien sûr l'or. Donc l'or qui est un peu le cash ancestral. Donc ça, c'est, on appelle ça une maple leaf. Donc ça, c'est le Canada qui imprime des pièces en or avec une valeur numéraire de combien là, 50 $ ici. Donc ça veut dire que je peux aller dans n'importe quel magasin et échanger cette pièce en or contre quelque chose qui vaut 50 $. Sauf que c'est une once d'or, à peu près 30 grammes d'or. Donc en fait, la valeur réelle matérielle, c'est le poids de l'or avec la valeur de l'or. Donc personne ne va s'amuser à aller payer 50 € avec une pièce de 30 grammes d'or. Il y a aussi, par exemple, dans un casino, nous avons les chips pour jouer au poker ou au casino. C'est du cash, parce que dans le contexte du casino, on sait très bien que le casino garantit l'échangeabilité avec une valeur. Et donc du coup, dans le contexte du casino, tous les acteurs autour de la table sont d'accord pour dire que ce jeton en plastique, il a de la valeur. Donc c'est une forme de cash. Après, si vous êtes entre amis et que vous avez une Rolex à 10 000 €, vous pouvez très bien poser cette Rolex sur la table. Si toutes les personnes autour s'accordent à dire que ça vaut bien 10 000 €, vous pouvez faire une transaction cash, donc sans intermédiaire, unique, avec toutes les propriétés du cash qu'on a dit avant. Et il y a aussi dans des contextes un peu particuliers, par exemple en prison, une cigarette, c'est du cash. Des ramen, c'est du cash, parce que toutes les personnes qui sont dans cette prison considèrent que ça a de la valeur et se l'échangent de la même manière, donc sans intermédiaire, sans... on va revenir un peu sur toutes les propriétés. Toutes ces propriétés-là correspondent du coup à une cigarette dans une prison où toutes les personnes pensent qu'il y a de la valeur. Alors, du cash, passons au numérique. Une donnée numérique peut être créée très facilement, modifiée et dupliquée à foison. Un simple CTRL-V et vous pouvez dupliquer votre texte, votre photo, vous pouvez le multiplier des centaines de milliers de fois en un seul clic. Et cette copie, et toutes les copies sont identiques à l'original et indiscernables. Et donc du coup, on peut reproduire à l'infini des données numériques. Ce qui, pour du cache, quand même rend la tâche un peu compliquée, faire du cache numérique. Donc, du coup, comment fait-on du cache numérique? Donc, comme Roxy l'avait introduit, Bitcoin regroupe à peu près 40 ans d'évolution technologique. Donc c'est un peu une combinaison de technologies existantes dans une façon qui n'avait jamais été faite avant. Donc Bitcoin n'a pas vraiment inventé de technologie, il a plutôt combiné les technologies existantes d'une manière qui n'avait jamais été pensée avant. Donc les petites bases déjà technologiques, nous avons forcément Internet. Donc Internet d'ailleurs qui fonctionne en couches. Nous avons déjà la couche donc, de branchement et de transport. Donc, par exemple, le DSL et l'Ethernet pour brancher un réseau. Ensuite, il y a le protocole TCP/IP qui, par contre, lui, il permet de définir comment on s'échange des données sur ce réseau. Et ensuite, il y a les langages, donc des protocoles d'application comme HTTP, qui permet justement d'afficher des applications comme une page web. Donc ça, c'est un peu la base. Sachant que Bitcoin, lui, c'est, on va dire, la monnaie de communication. Par exemple, dans un système de communication, vous pouvez échanger de la valeur, vous pouvez échanger du Bitcoin. Donc Internet est quand même un outil quand même assez cool pour ça. Ensuite, il y a l'arbre de Merkel. L'arbre de Merkel, c'est une espèce d'organisation de base de données qui garantit l'infalsifiabilité de ces données. C'est-à-dire que si vous avez une série de données, que vous changez la moindre virgule ou la toute petite donnée, vous révélez la corruption. Donc un arbre de Merkel, c'est une base de données qu'on dit incorruptible. Ensuite, il y a les corps elliptiques, donc ça, je vais peut-être perdre ma maman là-dessus. Voilà, dans les années 90, donc, il y a eu la cryptographie asymétrique, qui est encore un nom barbare, qu'on va rentrer un petit peu plus dans le détail, qui a permis de la création du protocole PGP, qui est Pretty Good Privacy, qui est un système qui permet de s'envoyer des emails entre deux personnes dont personne ne peut lire le contenu. Donc c'est une espèce de chiffrement. Et il y a aussi surtout quelque chose de très intéressant, donc le hashcash, qui est un peu qu'on appelle la preuve de travail. Donc qu'est-ce que c'est le hashcash? C'était un système de protection contre le spam. Donc imaginez que vous avez votre boîte aux lettres, tout le monde connaît votre adresse, ou c'est une adresse publique, tout le monde peut mettre du courrier dans cette boîte aux lettres. Donc pour protéger les courriers indésirables, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire un petit travail avant de pouvoir mettre l'enveloppe
dans la boîte aux lettres. Et du coup, ce travail, qu'est-ce que c'est? Donc, dans le cadre de Hashcash, c'est un petit travail cryptographique, une petite moulinette cryptographique, qui prend un peu de temps et un peu d'énergie. Mais avant d'envoyer un spam, vous allez envoyer un email, vous allez devoir faire ce petit travail. Donc, vous ne pouvez pas envoyer en un clic des millions et des millions d'emails. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que ce travail, donc par exemple, dans la vie de tous les jours, j'ai ma boîte aux lettres, et le facteur, avant qu'il dépose un courrier, je vais lui dire, j'ai un poids de 100 kg, tu me le déplaces de gauche à droite. Donc, il va mettre un effort pour déplacer son poids, et moi, très facilement, je vais pouvoir vérifier que le travail a été fait. Donc, c'est pour ça qu'on appelle ça la preuve de travail. Ensuite, dans les années 2000, on a eu, alors je ne sais pas si vous vous souvenez, mais moi j'ai commencé mon premier téléchargement sur Napster pour avoir de la musique gratuitement. Donc Napster, c'était quoi? C'était un serveur central qui hébergeait de la musique. Vous pouvez vous connecter à ce serveur-là et il va vous envoyer la musique. Forcément, ça n'a pas plu à l'industrie du disque, parce qu'on pouvait télécharger gratuitement leurs œuvres. Donc ce qu'ils ont fait, ils sont allés au serveur central, ils l'ont débranché, le FBI arrive, ils ont tout coupé. Donc c'est posé le problème. Donc c'est là que BitTorrent arrive. Donc BitTorrent, c'est le même principe, un échange de fichiers. On peut s'envoyer de la musique, des images, des vidéos, sauf qu'il n'y a pas de serveur central, et c'est une connexion d'ordinateurs mis en réseau, décentralisé, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de serveur central et que chaque nœud, chaque ordinateur du réseau a l'information qu'il échange avec tous ses voisins. Et donc du coup, dans ce cas-là, vous pouvez couper un ordinateur de 10, 20, 30, tant qu'il y a des ordinateurs dans ce réseau, l'information continue et vous ne pouvez pas couper le réseau. Vous ne pouvez pas détruire BitTorrent tant qu'il y a des ordinateurs qui tournent. Ensuite, donc Internet aujourd'hui, donc on a la fibre, on a la 5G, on a Elon Musk qui nous envoie des satellites partout dans le ciel, donc on peut communiquer à très grande vitesse et partout dans le monde. Et comparé aux années 80 où c'était très compliqué d'envoyer un simple email, aujourd'hui on peut faire des visios à 150 personnes, même s'il y a toujours quelqu'un qui est en mute. Mais bon, bref, on a de la capacité aujourd'hui pour s'échanger l'information très facilement à très grande échelle. Donc, encore un petit peu d'histoire. Là, on va parler des prédécesseurs de Bitcoin, parce que le cash numérique, c'est un grand fantasme des cypherpunks depuis très 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 longtemps. Donc, il y a eu beaucoup d'essais, de concepts, et certains concepts ont fonctionné, enfin ont été en production, comme eGold. Donc, eGold, c'était une espèce de réplique de l'or numérique. Et le problème, c'est que c'était une société qui avait une adresse où le FBI peut aller et tout couper. Donc, forcément, vu qu'ils n'avaient pas encore fixé ce problème de double dépense, pour s'assurer qu'une pièce d'or numérique n'était pas dépensée deux fois, il fallait un serveur central, comme une banque, pour s'assurer que tout fonctionne bien. Et donc, du coup, eGold, forcément, a fermé parce que quelqu'un est venu débrancher le serveur. Alors, Bitcoin aujourd'hui, qu'est-ce que c'est? C'est donc un réseau un peu comme BitTorrent, donc décentralisé, où chaque ordinateur est un petit serveur. Il y a à peu près 10 000 nœuds qu'on appelle publics, donc ça veut dire qu'ils s'annoncent et qu'ils partagent leurs données. Mais il y a beaucoup plus de nœuds qui restent discrets et qu'on ne peut pas lister. Donc on ne peut pas savoir combien d'ordinateurs vraiment il y a dans le réseau Bitcoin qui fait c'est très résilient à la coupure. Donc on ne peut pas supprimer Bitcoin quelque part grâce à ce réseau. Et donc d'ailleurs là c'est une petite boîte de Silex que Silex, donc notre modérateur, a faite. Il imprime un peu des boîtes pour les ordinateurs. Donc vous pouvez utiliser un simple Raspberry Pi, même un vieil ordinateur portable. Vous n'avez pas besoin de beaucoup de puissance, vous avez besoin de la bande passante pour vous envoyer des données et un peu d'espace disque. Donc l'espace disque aujourd'hui, ouais, voilà, donc Bitcoin c'est de la donnée. Okay, vous avez aujourd'hui à peu près 18,7 millions de bitcoins en existence. Ces bitcoins, ils existent dans un registre, dans un livre de compte. Donc l'information du bitcoin, en fait, c'est qui possède les bitcoins. Donc il y a aujourd'hui à peu près 74 000 adresses, donc 74 000 boîtes, 74 000 petits coffres-forts qui possèdent les 18 millions de bitcoins. Donc c'est à peu près du coup aujourd'hui 390 gigas de données qui définit qui possède quoi dans Bitcoin et qui retrace un peu tout l'historique des transactions. Donc avec un simple disque dur de 500 gigas, vous faites tourner Bitcoin quelque part. Ah, voilà, la supply, ça c'est très intéressant. Parce que du coup, on sait très bien qu'il va y avoir jamais plus que 21 millions de Bitcoin, comme Roxy nous l'a montré sur son graphe de création monétaire.
Et donc, à la fin de l'année, nous serons déjà à 90% de la quantité totale de Bitcoin en circulation. Et en 2034, nous serons à 99% de la quantité totale en circulation. Et il restera donc 1% à créer. Et ce dernier fameux Bitcoin sera créé en 2140. Donc autant vous dire qu'aujourd'hui, on est dans la dernière période d'abondance et que très bientôt, très peu de nouveaux Bitcoins vont arriver sur le marché. Donc ça, c'est un petit peu un résumé de tout ça. Donc ces informations-là, si vous avez ce fameux ordinateur, vous pouvez très bien consulter votre propre historique et en déduire toutes ces informations. D'ailleurs, Lounès aussi, qui est dans le chat, lui, il travaille sur un programme qui permet très facilement faire tourner ce genre de logiciel pour participer au réseau Bitcoin, vérifier Bitcoin, savoir où sont tous les Bitcoins, et donc du coup, ce qu'on appelle un nœud complet. Donc c'est ce fameux nœud qui décentralise le réseau Bitcoin. Donc ces nœuds-là, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont l'historique entier des transactions. Donc tous les nœuds dans ce réseau-là savent qu'est-ce qui s'est passé dans l'histoire, et donc tout le monde est d'accord pour dire que telle personne, enfin telle adresse possède tel Bitcoin. Ensuite, ces nœuds-là, ils sont connectés entre eux, ils discutent toujours entre eux pour savoir quelles nouvelles transactions sont apparues dans le réseau. Et du coup, en fait, à chaque fois qu'ils vont recevoir une information avec une transaction, ils vont la vérifier. Donc, vous vous rappelez de Don't Trust Verify, tous les ordinateurs, personne ne fait confiance à personne, en fait. Donc, à chaque fois qu'on va avoir une information transmise par un nœud, elle va être vérifiée et on considère tout le monde comme malfaisant, quelque part. Et du coup ces ordinateurs s'échangent des informations. Donc, on dit souvent que ces nœuds, les nœuds complets, sont les gendarmes du réseau. Ensuite, nous avons les mineurs. Eux, les mineurs, donc autant les nœuds, c'était une sauvegarde de l'historique pour savoir quel est l'état, qui a quel Bitcoin. Les mineurs, eux, ce qu'ils font, leur travail, c'est de modifier l'historique pour que toutes les 10 minutes, quand quelqu'un veut faire une transaction, on puisse modifier l'historique de qui possède quel Bitcoin. Et ces mineurs-là, en fait, leur travail, c'est de mettre à jour ce fameux registre, ce livre de compte. Donc du coup, les mineurs récupèrent les transactions, ils les valident et ils les ajoutent à l'historique. On va voir un petit peu comment ça fonctionne un peu plus tard. Donc dans le réseau Bitcoin, nous avons donc les mineurs et les nœuds. Nous avons aussi des marchands qui acceptent le Bitcoin. Nous avons les développeurs qui créent les logiciels et les portefeuilles, par exemple. Nous avons des plateformes d'échange. Donc il y a toute une infrastructure matérielle et de connaissances et de travail qui ne peut pas être dupliquée. Parce que Bitcoin, le code source, comme l'avait dit Roxy, il est libre et ouvert à tous. Tout le monde peut prendre et dupliquer Bitcoin et créer un nouveau Bitcoin. Ce que vous ne pouvez pas dupliquer, c'est tout le réseau. Parce que c'est un réseau physique. Donc si vous voulez changer le Bitcoin et dire maintenant il va y avoir 42 millions de Bitcoins en existence, vous allez créer un nouveau logiciel, mais il faut que vous trouviez des mineurs, trouver des utilisateurs, trouver des marchands. Donc faut vraiment, c'est très compliqué de dupliquer Bitcoin. Alors, clé privée, clé publique, ça va être un truc marrant ça. Donc, pour avoir du Bitcoin, et pour s'échanger du Bitcoin, il vous faut ce qu'on appelle un portefeuille, ou un wallet. C'est ce genre de choses, donc moi j'en ai un sur mon téléphone, vous pouvez en avoir aussi sur des formes de clés USB, vous avez un trésor ici, vous avez des petites calculettes, donc ça ce sont ce qu'on appelle les wallets, votre portefeuille, mais ils ne contiennent pas de Bitcoin. Les Bitcoins, ils sont stockés sur tous les ordinateurs, cette fameuse historique. Ce que contient votre portefeuille, c'est une clé privée et une clé publique. Donc ça, c'est un mot un peu barbare. En gros, c'est le secret et le coffre. Donc dans le système traditionnel, votre secret, c'est votre carte bleue, votre carte bancaire avec ces fameux numéros. Ça, c'est ce qui vous permet de dépenser votre argent. Et pour recevoir de l'argent, vous avez un RIB, donc un relevé d'identité bancaire, qui vous permet, une fois que quelqu'un connaît ce RIB, de vous envoyer de l'argent. Donc c'est un peu ce principe-là. Alors comment ça se passe quand je veux faire une transaction? Donc j'ai ma clé privée, ici c'est marqué SK, donc c'est vrai qu'il n'est pas très joli ce graphe, mais donc je vais essayer de vous expliquer comment ça fonctionne. Donc quand je veux faire une transaction, je dois prouver au reste du réseau que je suis bien le propriétaire de ces bitcoins. Ce que je vais faire, je vais écrire un message donc, qui va être la transaction, je vais envoyer ce bitcoin-là à cette destination. Je vais prendre ma clé privée, donc mon secret, une petite moulinette cryptographique qui va me donner un résultat, une signature. Cette signature est unique. Donc, à chaque fois que je vais dire une petite moulinette cryptographique, pensez à un gros hachoir. On met quelque chose dedans, il en sort une bouillie. Donc, c'est très facile de tout écraser, de tout rendre en bouillie, mais une fois que vous avez la bouillie, c'est très compliqué de revenir à l'état original. Donc, il faut toujours un peu garder cette image en tête.
Donc du coup, ici, vous avez un signe égal, mais en fait, c'est un seul sens. Vous avez le message plus le secret donne une signature unique. Donc, je vais écrire un message, prendre ma clé privée, je vais créer une signature, je vais l'envoyer au réseau. Bien sûr, personne ne va me croire et ils vont dire on va vérifier que tu es bien le propriétaire de ces bitcoins. Donc, il va prendre le message, il va prendre la signature que j'ai créée et il va prendre du coup la clé publique, qui est un peu mon coffre-fort où sont stockés les bitcoins. Une simple opération cryptographique va dire si c'est vrai ou si c'est faux, si je suis bien le propriétaire de ces bitcoins. Donc du coup, cette signature, c'est un nombre qui change à chaque fois. Donc si j'avais changé une petite virgule dans ma transaction, dans mon message, la signature serait totalement différente. Donc c'est vraiment quelque chose de vraiment très unique et il y a une quantité de possibilités pour cette signature incroyablement grande et même très dure à concevoir. C'est-à-dire que la quantité de possibilités est plus grande que le nombre d'atomes dans l'univers, par exemple. C'est un peu cet ordre d'idée sur le nombre de possibilités. Donc, ma clé privée, c'est conservée sur un wallet, donc sur votre portefeuille, sur votre téléphone, sur votre clé USB. C'est une suite de 1 et de 0, qui est encodée en 250 bits. C'est un nombre, encore ces 250 bits, c'est au-dessus du nombre d'atomes dans l'univers. C'est un nombre très très grand, donc on ne peut pas deviner une clé privée. La clé privée, donc cette suite de 0 et de 1, est donc encodée en une suite de 51 caractères. Donc c'est quand même assez compliqué. Donc ça, c'est le travail de votre wallet, de conserver cette petite opération et de faire ces signatures. Forcément, une suite de 51 caractères, c'est très compliqué à s'en souvenir. Donc les développeurs, ce qu'ils ont fait, ils ont traduit ça en une série de 12 ou 24 mots. Donc si vous avez par exemple 24 mots, chaque entrée a 2048 possibilités. Donc c'est-à-dire qu'il y a un dictionnaire avec 2048 mots, et pour ces 24 mots, vous avez une possibilité à chaque fois. Et donc une combinaison de 24 mots vous permet de recréer la clé privée, et du coup, vous pouvez très bien passer une frontière avec ces 12 ou 24 mots dans votre tête, tout nu. Vous arrivez à destination, vous reprenez votre téléphone ou votre application de portefeuille, vous rentrez ces 24 mots et vous retrouvez accès à tous vos bitcoins. Donc tous les réfugiés qui quittent un pays en guerre avec leur or qui se font confisquer, si quelqu'un, vu que c'est du cash, si je mets la main sur ton or, je te prends ton or. Si je mémorise 24 mots dans ma tête, il va falloir que tu viennes les chercher. Donc c'est un peu, ça permet de résister à la censure et à la confiscation. Donc voilà, on va faire un petit levé du transaction. Je signe mon message, cette transaction, je la propage au réseau, tout le monde est au courant. Elle n'est pas encore inscrite dans l'historique. Le mineur va prendre la transaction, va forger un bloc, donc va forger une nouvelle page de cet historique. Il va, une fois qu'il a trouvé une solution cryptographique, donc le petit mineur, on va voir ça tout à l'heure, il va proposer le nouvel historique au réseau. Le réseau dit oui, je vérifie que toutes les transactions sont bien valides, on accepte ton bloc. Une nouvelle page de transaction est faite, une nouvelle historique des transactions est faite, et il y a donc du coup un échange de valeurs qui s'est fait. Alors, qu'est-ce que c'est le travail du mineur? C'est une loterie. Donc, c'est-à-dire qu'il va essayer de trouver un petit, comment dire, il va essayer de trouver un nombre qui résout une équation cryptographique. L'équation cryptographique est très simple, mais sauf qu'il y a tellement de possibilités pour la résoudre que ça revient à faire une loterie. Et donc, du coup, la difficulté de cette loterie s'ajuste en fonction du nombre de mineurs et du nombre de joueurs pour qu'en moyenne, toutes les 10 minutes, on trouve le résultat, aléatoirement. Donc, c'est comme un jeu de dés. Admettez, vous avez un dé à 1 million de faces. Pour résoudre le problème, il va falloir que votre lancer ait un résultat inférieur à 500 000. C'est à peu près une chance sur 2. Si vous dites, à chaque fois que tu as lancé un dé, je veux que ton résultat soit inférieur à 10 000, ça va être beaucoup plus compliqué. Donc, ça permet d'ajuster la difficulté de la loterie. Donc, c'est vraiment ce principe-là de faire le travail de minage. Et donc, par rapport à la preuve de travail du début avec ce système de protection de spam, c'est un travail qui est très dur à réaliser, parce qu'il y a beaucoup de possibilités. Mais une fois que la solution a été trouvée, c'est très facile de vérifier que c'est la bonne solution. Donc, tous ces calculs, ça demande de l'énergie. Et la puissance de calcul est comptée et dénominée en H par seconde. Et donc ça, en fait, c'est l'évolution de la puissance de calcul. Donc, combien d'équations cryptographiques et quelle est la puissance de calcul en fait, du réseau globalement. Et vous voyez que du coup,
la puissance de calcul augmente énormément. Donc, pour les mineurs, faire des opérations cryptographiques, ça a un coût. Ils doivent donc dépenser de l'énergie, donc payer de l'électricité, ou avoir de l'électricité sous la main d'une façon ou d'une autre, avoir des ordinateurs, donc acheter des ordinateurs spécialisés, gérer tout l'opérationnel, donc ils vont payer des taxes, donc c'est vraiment un vrai travail. En récompense, ils ont du coup, ce dont parlait Roxy tout à l'heure, la création monétaire pour chaque bloc, pour chaque nouvelle page d'historique, ils vont être récompensés par aujourd'hui 6,25 bitcoins. Et donc c'est ces bitcoins-là qui vont soit garder, soit revendre pour couvrir leurs frais. Et aussi, ils touchent les frais de transaction, parce que toute transaction se doit du coup de payer un petit frais pour inciter les mineurs à valider leurs transactions. Donc comment se passent ces frais de transaction? C'est vraiment comme, imaginez, vous êtes une transaction et vous voulez aller dans l'historique. Vous allez aller à l'arrêt de bus, qu'on appelle la main pool. Vous allez attendre qu'un mineur passe avec son petit bus pour vous emmener jusqu'à l'historique. Seulement, ce mineur, il a seulement 10 places. Et donc, il va dire, moi, je vais bien te prendre dans mon bus, mais je vais prendre celui qui paye le plus cher. Donc, nous avons 100 personnes qui attendent, il y a seulement 10 places dans le bus, le mineur va prendre celui qui est prêt à payer le plus cher. Une fois que tous les gens pressés qui étaient prêts à payer très cher ont pris le bus, il reste ceux qui étaient prêts à attendre pour payer moins cher leurs frais de transaction. Donc, c'est une espèce de compétition. Donc, les frais de transaction sont toujours en constante évolution selon le nombre de gens qui sont à l'arrêt de bus et comment ils sont pressés. Donc, du coup, Bitcoin consomme de l'énergie, énormément. On va vous dire, Bitcoin consomme plus d'énergie, par exemple, que la France. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous voulez attaquer Bitcoin et pouvoir faire une double dépense ou être un acteur malfaisant, il va falloir réunir plus de la moitié de l'énergie de la France, ce qui est quand même assez considérable. Mais pas seulement, il va aussi falloir rassembler plus de 51% du matériel et donc de la puissance de calcul. Donc ce n'est pas seulement avoir accès à l'énergie, c'est aussi avoir accès au matériel et donc avoir plus de chances possibles à se jeter des dés pour pouvoir manipuler l'historique. Et c'est très compliqué. Ah, Bitcoin, la théorie des jeux. C'est un sujet très intéressant, on va juste le survoler, mais en fait, c'est ce qui permet, c'est comment dire, ce sont les incitations et les baffes. Aide-moi sur le truc. Bon bref, il y a toute une série d'incitations et je ne trouve plus le mot. On va parlons par exemple du dilemme du prisonnier. C'est quelque chose de très intéressant à voir, je vous conseille d'aller voir. Vous avez aussi le problème des généraux byzantins. Tout ça, c'est la théorie des jeux, je vous conseille d'aller voir ça plus en profondeur. Nous avons donc du coup les mineurs, qui sont en quelque sorte encore un intermédiaire. Donc on n'a pas vraiment du cash numérique, puisqu'il y a les mineurs qui viennent prendre un peu de frais et qui touchent à l'historique. Donc du coup, le pouvoir du mineur est très faible, c'est un peu comme un croupier au casino. Il fait son travail et il s'assure juste que tout fonctionne bien. Si le croupier fait une bêtise, il se fait virer, il perd son job. Si le mineur il fait une bêtise et propose une transaction illégale, il ne touche pas sa récompense, il a dépensé de l'énergie pour rien. Mais quand même, il y a un intermédiaire. Donc comment faire pour avoir un vrai cash numérique? C'est là qu'intervient le Lightning Network. Donc qu'est-ce que le Lightning Network? Ça permet de faire des transactions confidentielles, de pair à pair, vraiment de la personne à la personne. Ça permet de faire des transactions instantanées. Donc on retire la limite de 10 minutes du réseau Bitcoin. Et les frais sont très 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 faibles. Donc comment ça marche le Lightning Network? Très succinctement, je vais vous montrer un petit truc. Voilà. Vous avez en bas la blockchain Bitcoin. Donc ça c'est l'historique, toutes les 10 minutes du Bitcoin. Vous pouvez faire une transaction Bitcoin. Ça va vous permettre d'ouvrir un canal ici et d'être en connexion avec une autre personne. Et vous allez pouvoir faire des transactions autant que vous voulez, très rapidement avec cette personne. Si vous voulez sortir de ce réseau, vous refaites une nouvelle transaction Bitcoin et vous revenez sur la chaîne principale du Bitcoin. On va étudier tout ça plus en détail durant Surfing Bitcoin. Donc voilà, globalement, c'était un peu les points très rapidement survolés, les points technologiques qui font que Bitcoin est quand même un truc super cool. Et voilà, maintenant je vais vous laisser mon associé vous présenter ce que vous attendez tous, quand est-ce qu'on achète du Bitcoin?